Donc, bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer et les autres nous rejoindront un peu plus tard. On est ravis de voir que vous êtes aussi nombreux aujourd'hui. Donc, merci pour votre présence et merci pour votre intérêt sur le sujet. Je vais commencer par les présentations. Donc, on aura le plaisir d'accueillir aujourd'hui comme intervenante Alexandra Froment de France Nature Environnement et Camille Oriot de la Ligue pour la protection des oiseaux. Le webinaire, il est organisé par la Clé Verte. Donc, je me présente, Jade Neva-Torres, et j'animerai avec Jules Dorin, que vous allez entendre d'ici peu. Quelques informations pratiques avant de commencer. Donc, le webinaire, il est enregistré. Donc, n'hésitez pas à couper vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran. Donc, il sera disponible après sur YouTube pour le revisionner pour ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Et les micros sont coupés lors des interventions. Donc, si vous avez des questions, des réactions, vous pouvez le faire directement sur la conversation du webinaire. Il faut savoir aussi qu'on a Daya et Pablo aujourd'hui qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, merci à eux. Je laisse la parole à Jules qui va vous expliquer un petit peu le déroulé du webinaire. Donc, bonjour à tous. Oui, moi, je vais commencer par vous présenter un peu le sommaire, donc ce qu'on va parler dans ce webinaire. Donc, dans un premier temps, on va juste simplement rapidement vous introduire tous les sujets qui vont être abordés dans le webinaire et puis pourquoi on fait ce webinaire et pourquoi on est là aujourd'hui. Ensuite, vous aurez la présentation donc, d'Alexandra de l'AFNE sur la biodiversité en milieu urbain. Sur ces enjeux et sur des conseils d'action, vous verrez. Ensuite, il y aura les conseils de la LPO pour éviter de nuire à la biodiversité, donc avec encore une fois des conseils d'action de prévention qui seront présentés par Camille. Enfin, on finira rapidement par une présentation de quelques bonnes actions d'établissement Clé Verte. Et d'un schéma de hôtel idéal qu'on a eu le plaisir de recevoir suite à une étude. Donc, on en parlera à la fin. Et en dernier point, on abordera des questions qu'on aura pu noter tout le long du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant tout le webinaire. On les posera, on prendra un temps pour y répondre à la fin. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans ce webinaire pour parler de biodiversité. C'est un webinaire qu'on avait à cœur de faire à la Clé Verte depuis un bon moment et qu'on prépare depuis déjà quelques temps. Et on est très ravis de pouvoir compter sur la FNE et la LPO pour nous aider à faire ce webinaire. On sait que c'est un sujet très présent chez les hôtels, que c'est un critère, le critère 118 pour les grilles hôtels et autres numéros pour les autres grilles. C'est un critère voilà, qui est assez connu, qui pose problème et qui est assez challengeant pour vous autres. On a essayé au fur et à mesure de vous donner beaucoup d'outils pour y répondre, mais on sait que voilà, un webinaire, c'est toujours plus parlant aussi pour essayer de vous donner des conseils. La biodiversité, c'est quelque chose qui est assez dur à comprendre, à apprendre et à appliquer, surtout en milieu urbain. Donc c'est aussi pour ça que ce webinaire est spécialisé sur le milieu urbain dans un premier temps. Et puis ensuite, on voulait vraiment essayer de vous donner des réponses un peu concrètes dans l'opérationnel pour que vous puissiez répondre à ce critère. On va pouvoir commencer. Alexandra, je te laisse prendre le contrôle du PowerPoint. Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Alexandra Fromont, je suis chef de projet nature chez France Nature Environnement. Et donc, je vais vous présenter un peu les enjeux de biodiversité dans le milieu urbain. Très rapidement, je vais juste vous faire une petite présentation de France Nature Environnement. Donc, en fait, France Nature Environnement, c'est une fédération des associations de protection de la nature en France. Donc en fait, elle a été créée en 1968 et elle a un ancrage à la fois au niveau national, mais à la fois au niveau territorial. Donc on est présent dans toute la France et du coup on dispose de relais d'action au plus proche du terrain. Notre raison d'être, c'est de défendre la nature et on promeut des solutions qui concilient qualité de vie et préservation du vivant. Et donc, dans ce cadre-là, on participe au dialogue avec les décisionnaires publics. Et donc, on est la première ONG environnementale sur cette thématique-là. Et puis ensuite, on fait aussi de la saisie de la justice pour la défense des droits de l'environnement. Euh,
On est présent donc sur toute la France. Donc on a à chaque fois une association régionale, une association par région. Et puis derrière, comme on voit ici avec FNE Nouvelle-Aquitaine, dans chaque région, on a une autre association qui fédère elle-même, donc au niveau départemental, des associations locales. Donc c'est très échelonné sur le territoire. Et puis à côté de ça, on fédère aussi des associations à dimension nationale. Donc il y en a des très connues comme Greenpeace par exemple, mais il y en a aussi d'autres qui sont plus spécialisées comme l'OPI qui travaille spécifiquement sur les insectes, par exemple. Et donc, on fédère toutes ces associations-là. Ça représente 6200 associations et plus d'1 million de personnes sur tout le territoire. On travaille sur du multithématique. Donc, aujourd'hui, je vous parle de biodiversité, mais on travaille aussi sur l'eau, l'énergie, les déchets, l'industrie, etc. Donc, venons-en au sujet du jour, la biodiversité en ville. Alors, pendant la pandémie de Covid-19, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, comme moi, de voir passer sur les réseaux sociaux, mais il y a eu beaucoup de photos d'animaux qui ont repris un peu leurs droits dans les villes, dans les centres urbains. Et donc, c'était assez intéressant de voir. Bon, là, j'ai mis par exemple des canards devant la Comédie Française à Paris. Il y avait des daims dans les rues de Boissy-Saint-Léger. Et on a même vu des renardeaux, des portées de renardeaux naître dans le cimetière du Père-Lachaise à Paris, ce qui est assez étonnant. Mais en fait, cette biodiversité, elle est toujours présente dans les milieux urbains. Elle est dans les milieux urbains, mais aussi à proximité des milieux urbains. Donc, il y a des échanges qui se font entre les différents milieux. Et elle se fait discrète, mais si on est attentif, on peut la voir et on peut lui faire plus de place pour qu'elle puisse cohabiter à nos côtés. Alors, je pense que c'est important de rappeler qu'est-ce que c'est la biodiversité en ville pour pouvoir bien la préserver, pour la favoriser. Et donc là, on a parlé de mammifères, des vertébrés, mais c'est aussi des insectes, des oiseaux, des plantes, des champignons et des micro-organismes. Et c'est la biodiversité, c'est donc toutes ces espèces-là, et puis les interactions entre ces espèces et les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Donc, en fait, la biodiversité, elle existe aussi au cœur des villes, dans les parcs, les friches, les rivières citadines, mais aussi sur des petites portions du sol, simplement, qui sont pas artificialisées. Voilà, j'aime bien cette image, c'est que dans une poignée de terre, il y a plus d'organismes vivants que d'humains sur la planète. Donc, rien qu'en ayant un petit morceau de terre non artificialisé, eh bien, en fait, on favorise la biodiversité. Donc les petits espaces peuvent jouer des rôles importants. Cette biodiversité, malheureusement, elle est menacée et pourtant elle a un impact sur notre quotidien. Donc il y a plusieurs études qui montrent que les espaces verts, ils réduisent le stress, ils améliorent la qualité de l'air, favorisent l'activité physique et ça renforce aussi le patrimoine, le lien social. Mais ça nous permet aussi de lutter contre le changement climatique et les risques naturels qui sont inhérents. Donc, par exemple, les arbres rafraîchissent la ville. Les sols végétalisés, on sait qu'ils absorbent l'eau de pluie, ce qui nous permet de lutter notamment contre les inondations. Et la végétation, elle stocke du carbone, donc pour limiter aussi ce changement climatique. Donc ces services-là, on les appelle des services écosystémiques. Et donc, elle est menacée à plusieurs égards. Et donc, on va essayer de répondre à ces différentes menaces à notre échelle en essayant de voir comment on peut agir vis-à-vis de ces menaces. Donc, les menaces, c'est l'artificialisation des sols, mais pas seulement des sols, donc le béton en surface, mais aussi des sous-sols avec les parkings, etc. La fragmentation des habitats, donc c'est-à-dire que les habitats ne sont plus connectés entre eux, la faune sauvage a du mal à passer entre différents habitats. Et puis, d'autres menaces comme les espèces exotiques envahissantes, donc qui sont importées, des espèces qui sont importées qui ne sont pas locales, et puis les différentes pollutions qui existent. Alors, comment nous, à notre échelle, on peut agir? Eh bien, les hôtels eux-mêmes, ils ont un pouvoir d'agir qui est important. Si on a un jardin, une cour, une terrasse, mais aussi si on a simplement une toiture ou une jardinière sur un petit balcon, eh bien, on peut favoriser la biodiversité. Donc, c'est des actions qui sont simples, des petites actions rapides, mais en fait, une fois cumulées, ça a un fort impact parce qu'il y a beaucoup de la surface d'une ville en fait qui est privée. Donc, si on ajoute chacune de ces petites actions, eh bien, ça peut avoir un impact. Et puis, en plus de ça, les hôtels ont l'avantage d'avoir un grand nombre de clients chaque année qui peuvent voir cette vitrine que devient l'hôtel en fait comme un modèle pour de nombreuses personnes qui peut donner envie d'agir aussi à ce niveau.
Donc là, je vous ai mis 6 grands types d'actions qui peuvent être un coup de pouce pour la biodiversité urbaine. Et puis, ma collègue de la LPO, après, vous fera un focus sur vraiment des actions précises pour limiter l'impact qu'on peut avoir sur la biodiversité. Alors, en premier lieu, on peut restaurer et préserver des sols vivants. Donc, je vous le disais, les sols, déjà, contiennent beaucoup d'espèces différentes de biodiversité. Et ça nous permet de lutter contre l'artificialisation des sols. Alors, donc, dans ce sol, on trouve des micro-organismes, des champignons, des insectes, qui derrière sont des ressources pour d'autres espèces, donc des oiseaux qui vont s'en nourrir, et c'est toute la chaîne alimentaire du vivant qui est impactée. Donc, comment on peut faire pour privilégier, voilà, pour essayer de favoriser cette biodiversité? Eh bien, en fait, en priorité, c'est la pleine terre. Dès qu'on peut, essayer de laisser de la pleine terre. C'est bien meilleur pour la communication entre l'air, l'eau, le sol, que les plantations en pot. Ensuite, on peut utiliser du paillage organique, donc c'est des matières organiques qu'on laisse au sol pour bien protéger les sols, notamment durant l'hiver. Et si on a besoin de mettre un revêtement sur ce sol-là, il faut essayer de privilégier au maximum des revêtements drainants, donc qui permettent à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Donc, automatiquement, on va essayer d'éviter les gazons synthétiques et le béton ou les surfaces qui sont imperméables. Ensuite, on peut aussi créer des refuges de biodiversité et des corridors écologiques. Alors dit comme ça paraît un peu ambitieux, mais en fait, ça peut être des petites actions toutes simples. Ça permet de limiter la disparition et la fragmentation des habitats dont je vous parlais tout à l'heure. Donc les insectes pollinisateurs, eux, ils ont besoin de nectar et de pollen pour se nourrir. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut leur offrir le repas. Donc, c'est quelques plantes mellifères, c'est-à-dire qui produisent du nectar et du pollen, qui sont faciles à entretenir, qu'on peut essayer de mettre soit en jardinière, si on n'a pas d'espace extérieur. Donc, il y a par exemple le thym serpolet, la menthe, la ciboulette, qui produisent des fleurs mellifères. Et puis sinon, si on a la chance d'avoir un jardin, ou si on a voilà, un espace en pot, si on ne peut pas faire de la pleine terre, eh bien la lavande, le romarin, la marjolaine, qui sont des plantes un peu plus, qui prennent un peu plus de place, peuvent très bien voilà, se plaire aussi dans le jardin et en pot et sont très mellifères. Pour créer des petits habitats, pas besoin d'être très compliqué, on peut avoir des aménagements très simples, des zones fleuries, des espaces laissés au naturel, des petits tas de bois et des petits tas de pierres, et puis des haies diversifiées. Essayer de diversifier l'offre en fait pour le repas de ces insectes. Donc ça offre des sites de reproduction, des abris, des sources de nourriture. Ensuite, quand on choisit ces essences-là, il est important de bien faire attention à choisir des essences locales pour pas aider la prolifération des espèces exotiques envahissantes, qui est une grosse menace pour la biodiversité, même en ville. Parce qu'en fait, on achète des beaux arbustes qui sont issus de d'autres pays, qui sont pas adaptés à la faune locale, et du coup qui vont pas être des bonnes ressources alimentaires pour les insectes locaux. Donc, il faut privilégier au maximum des plantes locales. Il y en a souvent un équivalent français ou régional de la plante qu'on aime bien, avec les fleurs qu'on aime bien. Et donc ça nécessite moins d'entretien parce que c'est plus adapté localement au climat. Et puis, ça nourrit davantage la faune locale. Donc là, je vous ai mis, il y a un label avec des pépiniéristes qui participent à ce label pour essayer de promouvoir les espèces locales. Et un petit point, on n'a pas forcément connaissance, mais le terreau, le choix du terreau, il est aussi important. Pourquoi? Parce que le terreau contient de la tourbe très souvent. Et qu'est-ce que c'est la tourbe? C'est en fait une matière qui est extraite des tourbières, qui sont des écosystèmes très riches en biodiversité, qui sont situés hors des villes. Mais ces écosystèmes-là, ils stockent du carbone. Ils sont très importants. Et donc, du coup, pour éviter leur destruction, il faut essayer de se fournir en terreau sans tourbe. Donc régulièrement, vous pouvez voir, dans les jardineries, il y a des terreaux biologiques et si on regarde sur l'étiquette, c'est marqué sans tourbe, c'est spécifié. Donc ça, ça peut avoir vraiment un impact. Ensuite, une autre action qu'on peut faire, c'est réduire les pollutions. Les pollutions, ça peut être la pollution lumineuse, chimique ou sonore. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte, mais la lumière artificielle, par exemple,
elle a un pouvoir d'attraction sur les insectes et un pouvoir de répulsion sur d'autres espèces telles que les chauves-souris ou les chouettes. Donc les insectes, par exemple, ils vont tourner très longtemps autour d'une ampoule et ils vont se fatiguer, ils vont mourir d'épuisement et donc du coup ça va faire baisser en fait cette biodiversité-là, donc qui est possiblement aussi nourriture pour d'autres espèces. Donc, pour pas bouleverser cette chaîne du vivant, il faut essayer de limiter les éclairages la nuit, les éclairages décoratifs, essayer de programmer au maximum une extinction nocturne. Donc, au cœur de nuit, essayer d'avoir une extinction complète des espaces extérieurs. Et si c'est nécessaire, si on a vraiment besoin d'utiliser de la lumière, il faut essayer de privilégier des LED, donc des ampoules basse consommation, mais pas des LED blanches. En fait, la priorité, c'est d'avoir des couleurs chaudes. Pourquoi? Parce que les lumières blanches, ça imite trop bien le jour, et donc du coup, ça impacte beaucoup les espèces. Alors que les lumières chaudes les attirent moins, les dérangent moins, et donc leur permet d'avoir un process plus naturel. Après, il y a les pollutions chimiques, ça c'est un peu plus évident. Donc, il faut essayer d'utiliser des produits d'entretien écolabellisés pour ne pas contaminer les sols et les eaux, supprimer les pesticides et puis essayer d'éviter aussi le plastique. Et puis sur les nuisances sonores, ça peut aussi perturber la reproduction, la communication de certaines espèces animales entre elles. Donc, essayer de limiter les activités nocturnes bruyantes. Et sinon aussi, utiliser la végétation qui permet bien de faire barrière naturelle au son. Voilà, et ensuite, je vous ai mis aussi deux actions donc, qui permettent de multiplier un peu l'impact. La première, c'est de collaborer avec les acteurs locaux. Les hôtels, ils peuvent renforcer leur impact. Il y a les collectivités qui s'engagent souvent pour la biodiversité en ville. Et notamment, une idée qui peut être intéressante, c'est de participer avec un permis de végétaliser à fleurir les rues et trottoirs qui jouxtent l'hôtel. Ça peut être aussi très agréable pour la clientèle. Donc, je vous ai mis un exemple de trottoir fleuri à Strasbourg. Donc, en obtenant ce permis auprès de la mairie, on a un petit bout de terre qu'on peut voilà, fleurir. Souvent, les communes donnent même les plants, elles donnent les fleurs à planter. Et puis, on peut l'entretenir comme ça. Les communes aussi, elles donnent des gîtes à chauves-souris, des nichoirs. Voilà, ça, c'est des choses pour lesquelles il faut être accompagné, donc soit par une commune, soit en priorité par une association. Donc, pas installer ces habitats tout seul, mais se faire accompagner, ça peut être très intéressant. Et puis aussi collaborer avec les associations de protection de la nature, comme je vous le disais. Et donc là, il y a plusieurs programmes, donc à France Nature Environnement, mais à la Ligue de protection des oiseaux aussi. Il y a plein d'activités qui sont possibles, et notamment, je vous en ai mis deux. L'opération Hérisson, c'est un recensement participatif des hérissons. Donc si vous allez sur le site, on vous propose, quand vous trouvez un hérisson, de prendre une petite photo, de la déposer, et ça permet de les recenser sur tout le territoire. C'est une espèce menacée voilà, ça c'est ça permet en fait, avec le nombre de personnes qui les recensent, d'avoir une idée un peu de leur répartition. Et puis sinon, il y a aussi le programme Sentinelle de la nature. Là, c'est si vous voyez une dégradation, un dépôt sauvage de déchets, des pollutions quelconques, vous pouvez les mettre sur le site internet et l'association locale, elle va essayer de voir comment on peut voilà, enlever cette menace pour la biodiversité. Je vous ai mis les liens. Et donc, du coup, la dernière chose qu'on peut faire aussi, c'est de communiquer sur sa démarche. Donc, comme je vous le disais, en tant qu'hôtel, vous pouvez être porteur de messages et puis ça peut aussi éveiller un peu les consciences, aider à sensibiliser. Donc, vous pouvez communiquer via des panneaux sur les actions que vous avez mis en place. Et puis aussi voilà, si vous avez laissé un petit espace naturel sans vraiment de plantation ou quoi, que vous essayez de faire en sorte que la nature reprenne un petit peu ses droits, et bien pour bien expliquer aux clients pourquoi c'est comme ça peut être intéressant de mettre un petit panneau. Et puis, il y a des événements symboliques qui ont lieu tout au long de l'année, la fête de la nature, la fête des mares, la fête des hérissons, il y en a plusieurs. Et donc souvent, les communes les associations organisent des événements à ce moment-là. Donc ça peut être intéressant de communiquer sur ça pour que vos clients puissent participer à ces événements. Et enfin, si vous donnez à une association de protection de la nature, eh ben, ça peut être intéressant aussi de le montrer, de dire que voilà, votre hôtel donne à une association, parce qu'en fait, ça peut aussi donner des idées aux autres personnes de vouloir s'investir dans une association en tant que bénévole ou de donner à une association. Donc là, ici, je vous ai mis un exemple d'une entreprise
qui a mis un petit badge comme ça pour montrer qu'elle a soutenu France Nature Environnement en 2025. Et donc, voilà, derrière, elle renvoie vers le lien pour essayer de multiplier un peu l'impact. Donc, si vous voulez personnaliser votre message, je vous ai mis l'adresse de FNU ici. Et puis, on peut faire des petits visuels comme ça. Voilà, je pense que c'était un peu tout ce que je voulais vous apporter sur le sujet. Et je laisse du coup la parole à ma collègue de la LPO qui va présenter des actions bien précises pour vous aider. Merci Alexandra pour ce passage de slide. Donc oui, je me présente, je m'appelle Camille Oriot et je travaille pour le programme Refuge LPO à la LPO France à Rochefort en Charente-Maritime. Et aujourd'hui, le but de cette intervention, c'est d'abord de vous présenter ou représenter l'association, vous présenter également quelques dangers auxquels fait face la biodiversité en ville et présenter quelques solutions et finir sur une courte présentation du programme Refuge LPO. Alors, pour commencer et pour vous présenter ou représenter l'association, la LPO, c'est la première association de protection de la nature en France et elle existe depuis plus de 100 ans. Elle a été créée en 1912 et aujourd'hui, l'association, elle compte plus de 75 000 adhérents et 9 000 bénévoles actifs et elle compte 700 salariés, donc qui représentent la LPO France et ses associations locales. Elle est également le représentant en France de BirdLife International. Et aujourd'hui, la LPO se structure avec un réseau d'associations locales qui est présent dans plus de 80 départements et également présent grâce à des partenaires ultramarins, notamment à La Réunion, à Mayotte. Donc ces missions, sa mission sociale à la LPO, c'est dans un premier temps la connaissance et la protection des espèces sauvages et également la préservation des espaces naturels et un autre volet plus ciblé sur la mobilisation citoyenne, donc qui va concerner la sensibilisation et l'éducation à l'environnement et également la mobilisation de la société en faveur de la biodiversité. Aujourd'hui, cette intervention, elle a pour but de parler de la biodiversité en ville. Et agir pour la nature en ville, c'est commencer par ne pas lui nuire. Comme a présenté avant moi Alexandra, on a cette nature qui investit la ville. Elle nous a montré plusieurs photos, notamment avec certaines espèces en ville. Et ces espèces, elles dépendent aussi du bon vouloir de l'homme à l'accepter. En effet, on a certaines espèces qui font totalement consensus dans les villes, notamment les papillons dans les parcs, les hérissons, les mésanges qui vont d'une certaine manière attendrir les habitants. Et à l'inverse, on va avoir des espèces qui, elles, ne font pas du tout consensus, telles que les rats, les cafards, les corneilles. Et entre ces deux extrêmes, on a des espèces qui sont plus ou moins acceptées. C'est-à-dire qu'on va avoir les grenouilles qui vont faire rigoler avec leur chant, mais par contre, elles vont quand même chanter un petit peu trop fort. Ou les mésanges, les hirondelles, pardon, qui vont annoncer le début du printemps, mais qui, par ailleurs, vont aussi souiller les murs et les toits des villes. Donc, ce qui est important, justement, pour accueillir et préserver cette biodiversité, c'est dans un premier temps la connaître, la comprendre et la regarder, parce qu'on ne peut protéger que ce qu'on connaît. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas lui porter préjudice. Premier sujet et premier danger qu'on souhaitait aborder, c'est le verre, qui est beaucoup présent en ville, dans les bâtiments, qui est souvent choisi dans un but esthétique, mais qui est vraiment un danger qui est sous-estimé pour l'avifaune. En effet, on a des millions d'individus qui périssent après avoir percuté des surfaces vitrées, soit qu'ils ne perçoivent pas comme des dangers, ni comme des obstacles, c'est-à-dire qu'on a ce phénomène de réflexion qui fait que l'oiseau va penser, avec tout l'environnement autour du bâtiment, les arbres, etc., il va penser pouvoir traverser cette vitre et malheureusement va se retrouver à se cogner sur cette vitre. Et aussi, il y a cet effet de transparence qui fait que l'oiseau ne perçoit pas
la vitre et pense à un paysage continu derrière. Et pour cela, bien sûr, il y a pas mal de solutions qui existent et qui sont assez simples à faire, notamment d'installer des bandes verticales autocollantes ou des silhouettes anti-collision, de préférence de couleur claire et appliquées à l'extérieur de la vitre et en haut, espacées d'une paume de main. Ça permet justement de dissuader les oiseaux de passer entre ces silhouettes anti-collision et justement de contrer cet effet de brillance, de transparence. Il y a aussi d'autres solutions, installer des rideaux par avant, de décorer les vitrines, soit avec le logo de l'entreprise ou soit avec des dessins sur les vitres, pour permettre justement, encore une fois, de contrer cette transparence et cette brillance. Et ce qui est peu recommandé aussi, c'est de ne pas installer de mangeoires ou de nichoirs trop près des fenêtres, justement pour éviter ce type d'événement. Et pour cela, la LPO, elle fournit aussi des ressources pour comprendre et agir sur cette thématique-là, notamment avec une affiche pédagogique sur les solutions pour réduire l'impact de l'avifaune sur les vitres, que vous pouvez retrouver sur notre site internet de la LPO. Vous avez également une fiche technique sur les vitres et collisions. Et vous avez également une vidéo que vous pouvez visionner sur YouTube de notre web-série Colocataires sauvages qui traite ce sujet qui s'appelle Les vitres, un danger invisible. Donc voilà, vous avez plusieurs contenus, plusieurs ressources pour pouvoir aider concernant le danger du verre. Ensuite, deuxième danger qu'on souhaitait aborder, ce sont les cavités pièges. Donc les cavités pièges, les abreuvoirs, les piscines. Aujourd'hui, ces différents cavités tuent chaque année de nombreux oiseaux, mais pas que, également des mammifères, des reptiles et des amphibiens. Et alors, qu'est-ce que c'est une cavité piège? C'est tout simplement un trou ou un creux de plus de 5 cm de diamètre qui est vertical et aux parois lisses. Et on a beaucoup d'espèces qui sont cavicoles et qui aiment nicher justement dans les différents trous, dans les murs des centres-villes. Mais par contre, on a certains trous, certaines cavités qui, elles, sont vraiment dangereuses. En effet, si un oiseau souhaite nicher dans un trou pas rebouché d'un poteau de signalisation et qui tombe dedans, l'oiseau ne pourra pas déployer ses ailes et remonter à la surface. Et également pour les amphibiens ou les reptiles, si on a un lézard qui se glisse dans ces trous-là, comme les parois sont assez lisses, il ne va pas pouvoir remonter à la surface et généralement, ça conduit à la mort par épuisement et mort de faim de ces espèces-là. Donc pour cette raison, il y a aussi des solutions, notamment pour tout ce qui est piscine, abreuvoir, d'installer des rampes anti-noyade qui permettent d'offrir une échappatoire à la faune. Donc ça peut être soit dans les piscines, soit dans les récupérations d'eau de pluie. Et ça aide vraiment la petite faune sauvage à sortir de ces cavités. Il y a aussi d'autres solutions, comme vous pouvez faire le tour de vos établissements et vérifier les regards de compteurs, les vides sanitaires, les bouches d'égout et les boucher pour éviter la chute mortelle des espèces. Et vous avez d'autres solutions comme boucher les poteaux creux, donc tout simplement avec des branches, avec des cailloux, avec des pierres pour éviter la chute. Et solutions encore plus rapides, par exemple quand vous utilisez des seaux ou des arrosoirs, une fois que vous en servez plus, retournez-les pour éviter que la petite faune sauvage puisse se glisser dans un arrosoir et se retrouver coincée parce qu'elle ne pourra pas remonter à cause des parois lisses. Donc voilà, c'est des petites solutions qui sont facilement applicables dans les établissements et qui ne demandent pas énormément de moyens financiers. C'est juste histoire de faire un petit tour de votre établissement et de trouver ces cavités pièges. Et pour cela, la LPO met aussi à disposition des ressources, donc comme pour le verre, une affiche pédagogique, une fiche technique et un autre épisode de notre web-série sur YouTube Colocataires sauvages qui s'appelle Les cavités pièges, un danger mortel. Donc vous pouvez aussi consulter ça sur notre site internet et sur YouTube.
Et enfin, troisième danger qu'on souhaitait aborder, la route. Les axes routiers, en effet, la route fait aussi des victimes chez la faune sauvage. Je pense qu'on en est tous témoins aujourd'hui. Beaucoup d'animaux sauvages trouvent la mort sur nos routes, que ce soit des hérissons, des renards, des blaireaux, des rapaces. Et aujourd'hui, la LPO, elle évalue à 150 000 le nombre de rapaces nocturnes, donc chouettes, hiboux, tués chaque année dans des accidents de la route. Et tout à l'heure, Alexandra en a parlé, c'est notamment dû à la fragmentation de leur habitat. En effet, si on prend l'exemple, par exemple, des grenouilles, entre le moment où les grenouilles naissent et le moment où elles migrent vers un autre espace, les grenouilles vont être confrontées à de nombreux obstacles de route à devoir traverser pour pouvoir se déplacer. Et notamment, pendant la période de migration, on est témoin de beaucoup de mortalité chez cette espèce-là, et pas que elle. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ce ne sont pas les animaux qui traversent la route, mais c'est bien la route qui traverse leur espace naturel. Et c'est leur seule solution de traverser pour trouver un autre espace pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir faire leur migration en toute sécurité. Et pour cette raison, il y a aussi des solutions, notamment installer des passages, des viaducs, des tunnels, crapauducs, aéroducs, qui permettent justement aux espèces de traverser la route en toute sécurité et de ne plus passer sur la route. Vous le voyez avec la petite photo qui est en haut à droite de la slide, avec un aéroduc qui permet justement à l'écureuil de passer au-dessus de la route et pas sur la route, et limiter le danger d'impact. Et sinon, vous avez d'autres possibilités, notamment d'installer sur les voies de circulation qui vous appartiennent des panneaux de signalisation, comme vous voyez à droite. Ça, ce sont des panneaux qui sont en vente sur notre boutique LPO. Vous pouvez aussi réduire la vitesse sur les parkings, sur les chemins qui traversent votre propriété. Et vous avez aussi la possibilité de laisser un passage libre en bas de clôture, de portail, pour que notamment les hérissons puissent passer d'espace vert en espace vert sans avoir à emprunter les voies de circulation automobile. C'est justement à cause de ces barrages, à cause de cette fragmentation, que souvent on retrouve des hérissons percutés sur les axes routiers, parce que c'est leur seule solution pour pouvoir traverser et changer d'habitat. Donc c'était les trois dangers et solutions qu'on souhaitait partager aujourd'hui. Maintenant, pour aller plus loin et accueillir la nature, la biodiversité, on peut aussi devenir refuge LPO. Alors, qu'est-ce qu'un refuge LPO? C'est un terrain public ou privé sur lequel le propriétaire ou gestionnaire s'engage moralement à accueillir, protéger et favoriser la nature, tout en respectant la charte des refuges LPO et en s'appuyant sur les 15 gestes favorables à la biodiversité. Aujourd'hui, le programme Refuge LPO, il comprend plus de 62 000 terrains inscrits à la démarche. Donc, c'est principalement des refuges jardins qui sont inscrits, avec plus de 54 000 jardins. Mais il y a aussi des balcons, des établissements, des collectivités et des entreprises. Et tous ces terrains, aujourd'hui, ça représente plus de 60 000 hectares d'espace préservés. Et ce programme Refuge LPO, il se déploie grâce à plus de 110 coordinateurs Refuge LPO qui sont présents dans les associations locales et qui permettent notamment pour les collectivités entreprises d'accompagner ces structures dans la protection de la biodiversité en proposant tout un accompagnement pour préserver la biodiversité sur ces sites. Donc, vous avez le lien pour candidater à la démarche. Donc, la démarche est assez simple. Il faut candidater sur Refuge LPO, présenter les caractéristiques de votre site, vos motivations, votre projet, vos actions réalisées. Alors, même si le programme Refuge n'est pas un label et ne repose pas sur une grille d'évaluation stricte, il y a quand même certains critères pour pouvoir être accompagné par votre LPO local. C'est qu'on demande un minimum de 25% d'espace végétalisé sur la surface totale de votre site.
Donc je sais qu'en ville, et notamment dans vos établissements, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais pour autant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de refuge LPO possible que les actions ne le sont pas. C'est pour ça que vous pouvez contacter votre LPO local et proposer, et demander des accompagnements biodiversité pour pouvoir accueillir et protéger la biodiversité dans votre site. Elle pourra tout à fait vous proposer sur devis, bien évidemment, un accompagnement biodiversité avec des inventaires, proposer des formations aux salariés, proposer des animations auprès des salariés, mais aussi des parties prenantes du site, les visiteurs, les touristes qui sont dans vos établissements. Et ce que la LPO ne peut pas faire, en revanche, c'est de donner des conseils à distance sans avoir vraiment étudié le site. En effet, la LPO ne peut pas proposer des interventions one-shot ou seulement virtuellement. Elle a besoin de connaître les caractères du site et son environnement pour pouvoir vous accompagner au mieux dans votre démarche. Donc c'est pour ça qu'elle ne pourra pas intervenir pour juste une pose de nichoir ou d'autres aménagements. Il y a vraiment besoin d'un accompagnement sur cette thématique-là. Et aussi, ce qu'elle ne peut pas faire, c'est organiser des animations gratuitement. Si vous souhaitez être accompagné par votre LPO local, vous pouvez d'ailleurs trouver la liste de vos LPO sur notre site internet où vous avez la carte de France avec les différentes associations locales. Donc, vous pouvez tout à fait leur demander d'intervenir avec une proposition de devis, bien évidemment. Et en revanche, ce que la LPO met à disposition, c'est tout un tas de ressources techniques et pédagogiques, comme je vous l'ai montré précédemment sur les différents dangers qu'on a abordés, mais également des tutoriels, des fiches espèces sur notre site, des vidéos, et bien sûr un réseau d'associations locales qui est au plus proche de chez vous. Donc, vous pouvez tout à fait les contacter ou prendre contact avec la LPO France pour qu'on puisse vous rediriger vers votre association locale. Il faut savoir que ce réseau, il fonctionne aussi avec des bénévoles et salariés. Donc, bien sûr, il y a des plans de charge différents entre différentes associations. L'organisation n'est pas forcément la même partout. Donc, vous pouvez prendre contact avec eux et ils pourront vous conseiller. Merci à tous pour votre attention. Et bien sûr, si vous avez des questions à ce sujet à la fin du webinaire, n'hésitez pas. Et même s'il y a des questions après, vous pouvez tout à fait contacter la LPO. On pourra vous répondre. Donc, je laisse la main à Jules. Voilà. Merci à toutes les deux pour ces présentations qui étaient très enrichissantes. On continue maintenant avec des exemples d'établissements clés verts qui mettent en place des actions. Il y en a beaucoup, donc on a fait une sélection, on a choisi 2 actions aujourd'hui à vous montrer. Et donc, on a sélectionné des établissements situés en milieu urbain pour vous montrer que c'est possible et que nous en avons. Donc, la première action, c'est les fameux nichoirs à oiseaux. Ça, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, qu'on voit énormément dans les candidatures clés verts, dans les dossiers. Malheureusement, ils ne sont pas toujours bien mis en place. Et comme vient de l'expliquer la LPO et la FNE, c'est important d'avoir des nichoirs qui soient adaptés d'une part à une espèce locale et également que le nichoir soit bien installé. Sinon, l'impact peut être moindre. Donc, on vous invite vraiment à vous renseigner sur les espèces et sur l'emplacement en amont de l'installation de ces nichoirs. Pour ça, vous avez des ressources qui sont gratuites sur le site internet de la LPO. Vous n'êtes pas forcément obligé de les contacter par téléphone ou par mail. Après, je suis sûre qu'il y a aussi d'autres associations qui pourront vous informer sur ces nichoirs. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Nous, à la Clé Verte, sur le critère biodiversité, on vous demandera de nous expliquer votre démarche et de nous fournir les justificatifs, les ressources que vous avez utilisées. Ici, sur cette slide, vous avez 2 exemples. Un premier exemple à Strasbourg, avec un hôtel qui a mis en place un nichoir à martinet noir. Donc ça, c'est une espèce qui est protégée. Les espaces de nidification sont assez rares. Il y a aussi un manque de nourriture pour ces oiseaux. Donc, c'est important de mettre en place ce type de nichoir, par exemple, pour cette espèce. Et il s'est avéré qu'à la suite de cette installation de nichoir, qu'il y a au moins un couple nicheur sur place.
Donc, ça fonctionne. Et sur votre droite, vous avez des exemples de nichoirs à moineaux situés à Paris, donc un dans l'hôtel de Rosalie et un autre dans The People Paris-Bercy. Et petit plus, pensez aussi, en plus de ces nichoirs, de mettre, quand vous le pouvez, sur les rebords de fenêtres, terrasses, cours, des plantes dont les fruits contiennent des graines sources de nourriture des oiseaux. Voilà, ça c'est un petit plus pour ces espèces. Ensuite, on a choisi de vous montrer un peu des murs végétalisés extérieurs. Donc là, sur cette slide, vous pouvez voir deux établissements, l'Adagio Lille Grand Palace et le Mich Fauconnier, qui ont mis en place des murs végétalisés. Donc le mur végétalisé, c'est une action assez grosse, mais qui a un impact positif quand même très avéré et très positif sur la biodiversité, mais aussi sur l'ambiance sonore, sur la qualité de l'air et même sur le bien-être mental, sur la santé mentale des clients comme de vos salariés. Donc voilà, c'est une action qui est très bonne. Après, on sait qu'elle a des limites parce qu'elle peut être coûteuse ou demander de l'entretien. Donc ça demande de passer par des associations, des entreprises qui vont vous aider à les installer, qui vont les entretenir, etc. C'est pas forcément simple à mettre en place, mais ça reste des actions au milieu urbain qui sont quand même très bien à mettre en valeur. Après, voilà, c'est un exemple d'action important, mais voilà, l'important c'est aussi de verdir ces établissements, que ce soit simplement des balconnières, que ce soit un petit espace, un carré vert, que dès que vous avez un endroit où vous pouvez le faire, faites-le. Voilà, c'est important et ça peut vous permettre de favoriser la biodiversité. Et enfin, on voulait vous parler donc d'un schéma qu'on a eu suite à une étude du Muséum d'histoire naturelle, du Muséum national d'histoire naturelle, qui en partenariat avec la Clé Verte a fait toute une étude sur les critères de biodiversité, etc. Et dans cette étude, ils nous ont remis un schéma sur ce que ressemble aujourd'hui l'hôtel commun et ce à quoi pourrait ressembler un hôtel idéal. Alors, vous pouvez le voir sur la slide, ces deux schémas, voilà, on est du pire au meilleur, entre guillemets, mais le but est vraiment de montrer toutes les actions qui sont possibles. Le toit végétal, le mur végétal, les nichoirs, les mares, les parcs, les arbres, le parking qui est réadapté, voilà, tout ce qui est artificialisation des sols. Enfin, c'est un hôtel idéal qui regroupe toutes les bonnes actions, mais qui au moins permet de visualiser un peu vers quoi on espère tendre. Voilà. Et c'est déjà la fin. Donc, merci à tous pour votre présence encore une fois. Merci aux deux intervenantes. Maintenant, on va procéder aux questions s'il y en a. Il me semble qu'on a eu au moins des questions sur le... On a eu quelques questions. On peut commencer sur la première pour la LPO. Oui, on avait une question posée sur est-ce qu'il y a des tailles de fenêtres qui posent problème? Donc ça, c'est une question plus destinée à la LPO concernant la slide où tu proposais de mettre des stickers pour éviter que les oiseaux se tapent contre ces fenêtres. Alors non, il n'y a pas de taille précise. Le but, c'est justement d'installer ces... Alors par exemple, pour le cas des stickers anti-collision d'une paume de main. Donc généralement, quand vous en achetez, vous en avez bien sûr plusieurs à coller en haut de votre fenêtre, mais il n'y a pas forcément de restriction quant à la taille de la fenêtre. Le but, c'est vraiment de maximiser, de poser ces stickers-là pour contrer cette réflexion. Donc du moment que vous les apposez vraiment à une paume de main, il n'y a pas de souci sur les tailles de fenêtres. D'accord. Encore une question pour toi, Camille. Peut-on se procurer des nichoirs urbains à la LPO ou des formats précis? Oui, bien sûr. Vous pouvez contacter la boutique LPO, donc à boutique@lpo.fr. Et vous pouvez bien sûr commander, vous pouvez déjà voir sur notre site internet de la LPO les différents nichoirs et vous pouvez être aussi conseiller, vous pouvez avoir un devis sur ces nichoirs-là. Mais oui, bien sûr, vous pouvez directement commander et vous procurer des nichoirs sur notre site internet. Très bien. On a d'autres questions? On a d'autres questions.
Est-ce que vous avez des entreprises, associations à recommander pour la végétalisation des façades? Alors nous, à la Clé Verte, je crois qu'on n'en a pas. Est-ce que, Alexandra ou Camille, vous connaissez des associations ou des entreprises qui végétalisent des façades en Grand Est? J'avoue, je n'ai pas. N'hésitez pas de toute façon à vous renseigner. S'il y en a, je pense qu'ils communiquent très facilement dessus. Donc, même si nous, on n'en a pas à vous conseiller, je pense que vous pouvez trouver l'information assez vite. Ensuite, voilà. Existe-t-il des solutions de financement public liées au sujet de la biodiversité? Nous avons pour certains établissements des beaux projets en ce sens, mais qui représentent un coût important et pour lesquels nous n'arrivons pas à mobiliser les collectivités, etc. Merci. Alors, sur les financements publics, moi, je n'ai pas d'idée, Alexandra, peut-être. Oui, alors sur les financements publics, je vous invite à contacter votre association locale parce que les associations répondent elles-mêmes à des appels à financement qui peuvent parfois avoir des liens avec les entreprises, les commerçants. Donc peut-être qu'elles, elles auront des solutions. Et en fait, il y a les communes qui peuvent financer des actions. Il y a aussi les régions qui sont chefs de file sur la thématique biodiversité qui font souvent des appels à projets. Donc, le plus simple, je pense, pour vous, c'est de contacter une association locale qui s'occupe de ça. Donc, sur le site de FNE aussi, vous retrouvez les associations locales, départementales et régionales qui pourront vous accompagner là-dessus. Très bien, merci. Il y avait une autre question aussi sur les commandes les bandes qui se commandent sur le site de la LPO. Est-ce que vous en avez aussi? Oui, bien sûr. Tout est sur la boutique LPO et notamment, je vois un autre commentaire sur des nichoirs à chauve-souris. Il y en a également sur le site internet de la LPO, sur la boutique. Bien. Autre question pour la LPO et FNE, est-ce que vous avez des conseils sur la composition idéale d'une jardinière? Donc, si on n'a pas d'espace vert et qu'on dispose uniquement de jardinière, qu'est-ce que vous conseillez aux établissements en milieu urbain? Alors, je vous ai présenté quelques espèces mellifères là dans la présentation. C'est des espèces qui sont faciles à planter et qui n'ont pas besoin d'entretien. Donc, c'était un exemple d'espèces mellifères. Mais vous en avez en fait localement. Vous avez des espèces qui sont particulièrement intéressantes localement. Si on habite dans le sud ou dans le nord, c'est pas exactement les mêmes espèces qui vont réussir à bien s'implanter. Mais donc, je vous parlais de petites espèces comme le thym, la menthe. Il y a aussi voilà, des graines sauvages, des mélanges de graines sauvages qu'on peut obtenir. Et donc, pour ça, je vous invite à regarder tout le label végétal local dont je vous parlais ou d'aller en jardinerie, essayer de regarder les espèces locales qui sont souvent marquées avec un petit logo mellifère ou bon pour les insectes. Voilà, donc des mélanges et essayer de diversifier au maximum pour pouvoir donner le couvert à un maximum d'insectes différents. Et puis, de toute façon, vous pourrez avoir la présentation, la re-regarder, et donc avoir la slide avec tout était écrit dessus, si jamais. Autre question que nous avons. Comment? Une question sur les hôtels à insectes. Ah. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On a une question sur les hôtels à insectes. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre un hôtel à insectes? Alors non. Pas particulièrement. Alors, vous pouvez aussi consulter sur le site internet de la LPO et pas que, de favoriser plus des gîtes à insectes et non des hôtels. Et quelle est la différence donc entre un gîte et un hôtel à insectes? Alors, je voulais partager avec vous une fiche pratique, mais que je pourrais partager après. On pourra la mettre peut-être dans On pourra la rajouter, oui. la rajouter, oui. En fait, voilà, c'est pour favoriser une seule espèce d'insectes dans les gîtes. Donc,
c'est mieux d'installer des gîtes justement pour ne pas concurrencer les différentes espèces d'insectes qui pourraient se rencontrer dans un même hôtel et qui peut justement causer des dangers et des perditions des espèces. Donc c'est pour ça qu'il faut favoriser des gîtes pour une seule espèce et pour pas concurrencer ces espèces-là. Tout à fait. Et je précise que nous, dans notre critère, donc biodiversité à la clé verte, on vous demande justement si vous décidez de mettre en place ces hôtels à insectes, que ce soit bien mono-insectes. Ça ne permettra pas de valider si l'hôtel à insectes n'est pas conforme. Et ça me fait penser qu'on ne vous a pas dit, mais sur ce critère biodiversité, on a un tableau qui est disponible dans outils et bonnes pratiques, donc sur le critère directement, avec de nombreuses actions possibles pour le critère. Donc, ça vous permet en fait d'avoir des idées. Nous, tous les jours, on voit passer beaucoup d'actions qui sont vraiment superbes. Donc, on a recensé toutes ces actions. On les a fait valider par des associations. Et donc, on en a fait un tableau et ça vous permet d'avoir des actions qui sont triées par catégorie. Et ça peut vraiment vous donner des idées parce que parfois, on est un petit peu perdu sur quoi faire dans son établissement. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette ressource qui est à votre disposition. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois qu'on en a pas mal. Il y en a pas mal qui ont été répondus dans le chat directement. On a des questions qui ont été répondues sur le chat, donc n'hésitez pas à regarder si on vous a répondu. Moi, je dirais que quand on ne sait pas trop quoi faire, le mieux, c'est d'essayer de laisser intuitivement le plus naturel possible. En fait, la biodiversité, elle arrive à s'installer et à trouver des interstices là où on lui laisse un peu de place. Et donc, essayer en priorité de laisser des petits espaces naturels, si c'est possible, voilà, de pas forcément, de pas couper les haies, de pas essayer de trop jardiner, c'est de laisser la nature faire. C'est toujours, je trouve, intuitivement ce qui nous amène à favoriser au mieux la biodiversité, sans vouloir en faire trop, simplement la laisser prendre sa place. Et c'est souvent comme ça qu'on arrive aux meilleurs résultats. Voilà. Donc pas la peine d'avoir un immense mur végétalisé si on n'en a pas les moyens. Essayer d'avoir un petit coin de terre, comme je vous le disais, où voilà, les espèces, elles peuvent elles-mêmes faire leur cycle de vivant, se reproduire, etc. Ça, c'est une question pour nous. Est-ce que le fait de réaliser un recensement annuel de la biodiversité dans notre hôtel peut être considéré comme une action répondant au critère numéro 118 de la clé verte? Comme toutes les questions critères qui nous sont généralement posées, on va vous dire que oui, si. Voilà, si c'est fait avec une association ou avec un professionnel, que vous avez fait une vraie action de recensement, que vous justifiez avec les ressources, etc., et que voilà, ça montre une pertinence, bah, dans ces cas-là, ça peut totalement valider le critère 118. Des conseils pour nourrir les oiseaux en ville, Camille? Alors, des conseils, la LPO recommande de nourrir les oiseaux uniquement en hiver et notamment et surtout pendant les périodes de froid vraiment prolongées. Et là, donc vraiment entre fin novembre et début mars. Et sur ce sujet, vous pouvez aussi retrouver des conseils sur le site de la LPO, notamment pour savoir où placer le poste de nourrissage ou d'abreuvoir et avoir les différents aliments que vous pouvez donner. Mais on va dire les meilleurs aliments, ça va être des mélanges de graines, des pains de graisse végétale mais sans huile de palme, des graines de tournesol qui sont non grillées et non salées. Donc voilà, vous avez plein de conseils pour nourrir les espèces. Mais là, globalement, avec les beaux jours qui reviennent, il faut progressivement arrêter parce que les oiseaux changent de régime alimentaire entre l'hiver et la saison de reproduction. Donc là, aujourd'hui, vous n'avez rien à faire entre guillemets, mais en revanche, vous pouvez trouver plein de conseils sur le site de la LPO, que ce soit sur les types de mangeoires, sur la localisation de votre mangeoire, abreuvoir, etc. Très bien, merci. Et l'été, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, pour ces établissements en milieu urbain, quand on a des canicules ou peut-être de mettre
abreuvoirs pour ces C'est ça. oiseaux, de manière générale pour toutes les espèces. De mettre plusieurs points différents à plusieurs endroits de votre établissement et surtout de changer l'eau tous les jours. Parce que notamment avec les chaleurs, si c'est des petits récipients avec peu d'eau, ça s'écoule assez rapidement et en plus l'eau devient chaude. Mais le but, voilà, c'est d'installer pas mal de petits points d'eau pour différentes espèces, hein, pas forcément que les oiseaux, à différents endroits. J'avais également vu passer une question, si Alexandra ou Camille, vous pouvez y répondre, sur les hôtels de grande hauteur, les hôtels IGH. Est-ce que vous avez déjà vu des actions qui peuvent être pertinentes pour des hôtels comme ceux-ci? C'est des cas particuliers, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Ouais, j'ai pas d'exemple en tête de refuge LPO. Faudrait que je me renseigne. Je pense que les conseils sur les impacts sur les vitres que donnait la LPO sont importants, d'autant plus quand les immeubles sont très hauts. J'ai vu aussi une question sur l'ultra-urbain. Comme je le présentais, pas la peine d'avoir un jardin, non, des jardinières simplement avec des plantes mellifères dedans. C'est déjà un geste pour la biodiversité et pour les insectes. Et puis aussi, je présentais pour limiter ces impacts, notamment la pollution lumineuse en milieu ultra-urbain. C'est important aussi parce que, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais en plein Paris, il y a des chouettes hulottes, il y a des chauves-souris, il y a beaucoup d'animaux qui vivent la nuit. Et en réduisant la pollution lumineuse, on peut déjà faire aussi beaucoup pour la biodiversité. Et puis ensuite, il y a aussi, comme je vous présentais, les permis de végétaliser. Et donc ça se fait beaucoup dans les centres très urbains, notamment, donc là, la question c'était sur Paris, il y a beaucoup d'espaces qui peuvent être végétalisés. Et donc là, ça nous laisse vraiment des espaces de pleine terre qui sont très intéressants pour la biodiversité, qui permettent de faire des corridors écologiques au sein de la ville pour la circulation de la faune entre deux parcs, deux squares, un cimetière, un square, etc. Et enfin, le don à des associations. En fait, on travaille, l'ALPO et France Nature Environnement, sur la biodiversité en ville et aussi sur les liens entre les écosystèmes urbains et agricoles qui entourent ces milieux très urbains. Et donc ça, c'est important de faire ces connexions-là. Et donc en donnant aux associations, on permet aussi de faire un lien plus global avec la biodiversité en général. Et le fait de communiquer sur son don peut avoir beaucoup d'impact parce que effectivement, en fait, là, les financements privés sont importants, surtout dans cette période-là. Et justement, le fait d'informer sa clientèle sur ses dons, etc., ça peut rentrer dans... on a un critère à la clé verte qui dit d'informer sur la biodiversité locale, la faune et la flore. Donc, n'hésitez pas au maximum à sensibiliser votre clientèle, de mettre des livres à leur disposition, de créer des outils, de mettre en avant des associations locales de biodiversité, de sensibiliser au maximum la clientèle. Ça peut avoir un grand impact aussi. Et c'est mis en avant dans notre grille, dans un autre critère que le critère biodiversité. Je vois aussi une question sur les moustiques. Pour abreuver les oiseaux sans élever des moustiques, le principal, c'est de changer l'eau très régulièrement. Il faut que l'eau, elle reste fraîche et que les coupelles d'eau qui sont mises à disposition soient régulièrement changées. Donc, quand je dis régulièrement, c'est vraiment essayer de le faire tous les jours. Merci. Il est 11 h, donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, notamment là, j'ai vu beaucoup de questions passer sur les actions possibles par rapport aux critères, etc. Nous, à la Clé Verte, on est joignable au standard, à la boîte info. Voilà. Et puis, merci Alexandra, merci Camille pour cette présentation et merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer un mail, mais aussi pensez que nous avons, quand vous créez un dossier ou quand vous êtes dans une candidature, vous avez une personne qui vous est responsable à la clé verte. Donc, n'hésitez pas aussi à la contacter, à lui poser toutes vos questions. Le but de la clé verte, c'est faire de l'accompagnement. Donc, on se fera un plaisir de vous écouter et de répondre à vos demandes et questions. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir.